Vous êtes sur Congo Buzz Télévision et vous regardez votre magazine Actubuzz, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus pour vous présenter cette émission qui va s'articuler autour des deux principaux thèmes, notamment la question sécuritaire à Beni où nos compatriotes passent nuit à la belle étoile. Ils sont dans l'insécurité la plus totale. Ils ne savent pas envoyer leurs enfants à l'école. Ils n'ont pas de quoi mettre sous la dent. On va en parler au cours de cette émission. Puis on va prendre la question de la retraite politique du FCC. Les FCC qui s'est réunis depuis quelques jours à Kisantu, dans la province du Congo central. Ils ont auto-évalué leurs actions. Ils ont projeté également les élections de 2023. Ils tentent de mettre en place des stratégies pour essayer de gagner les élections à tous les niveaux comme ils estiment. Et puis on va aussi penser à notre confrère Mathieu Kamango, c'est ancien journaliste de Télé 50, présentateur de l'émission Ça fait débat, une émission qui a connu un grand succès ici à Kinshasa et à l'intérieur du pays, même à l'étranger. On va penser à lui. Et pour en parler, nous recevons sur ces plateaux pour la toute première fois M. Phocas Koukelemena, analyste indépendant, géniteur de la politicosoni. Monsieur Phocas, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Je crois avoir bien prononcé votre concept. Oui, c'est la politicosoni. Et ça veut dire quoi? Non, c'est juste une approche communicationnelle des pensées politologiques sur un support musical. Vous chantez aussi parfois? Je ne chante pas, je fais, moi je ne fais que parler, du genre ceux qui font, comment on appelle ça, le genre musical appelé, ça m'échappe les noms, et moi j'essaie un peu de donner mes réflexions, mais j'utilise alors le support sonore pour que ceux qui aiment la musique, par là, qu'ils puissent aussi bénéficier d'une réflexion, parce que nous avions compris que nous qui sommes chercheurs scientifiques, nous trouvons quand même le temps de pouvoir chercher et trouver des résolutions, des thématiques, des théories, des pensées, des concepts, mais que nous mettons toujours sur des supports ouvrages. Mais là, nous comprenons que notre culture africaine, et surtout congolais, vous savez, les Congolais ne lisent pas. Alors, nous avions compris que comme ils ne lisent pas assez, ils aiment bien la musique, ils aiment bien la télé, et pourquoi ne pas utiliser ce support qui va véhiculer rapidement d'ailleurs, et qui est à la portée de tout le monde, parce que les ouvrages aussi coûtent cher, l'accès aux bibliothèques, ce n'est pas facile. C'est pourquoi j'ai pris l'option de pouvoir commencer maintenant cette fois-ci, même si on écrivait, mais d'une manière ou d'une autre, on peut prendre la même réflexion, donner ça les goûts sonores pour que ça puisse être véhiculé. C'est aussi une façon de conserver, de s'approprier. Et voilà, c'est une manière de faire. C'est vraiment important. Alors, la presse congolaise est en deuil. Vous l'avez certainement connu, Mathieu Kamango, ancien de Télé 50, présentateur de l'émission Ça fait débat, un analyste également, un compatriote qui s'en va. Qu'est-ce que vous regardez encore de Mathieu Kamango? Oui, je le suivais à la télé. D'ailleurs, j'ai été une fois invité sur son plateau de Ça fait débat à Télé 50 à l'époque. C'est un garçon bouillant qui animait bien son émission. Je suis désolé, d'ailleurs, quand j'apprends ça par les réseaux sociaux, je voulais confirmer si c'était vrai. Et la personne qui me confirme me dit que hier, d'ailleurs, tardivement vers 18h30, ils étaient avec lui ensemble en train de partager un verre. Donc, et le matin, on apprend qu'il est décédé. Lui-même, il était ébahi et moi, je n'en revenais même pas. C'était une mort subite, il a fait une crise de tension. Voilà, donc qui certainement a des soubassements, parce que nous au Congo, la santé, vous savez, on n'a pas assez de moyens, il n'y a pas d'infrastructure. Sinon ailleurs, les gens ont l'habitude de se checker quand même la santé pour savoir est-ce que ça a été ou bien quelque chose qui marcherait difficilement avec mon corps. On n'a pas cette culture-là de pouvoir aller s'examiner très souvent, mais nous avons vraiment une pensée pieuse de cet homme. Nous regrettons avec toute la famille, vous qui êtes la presse et sa famille biologique, vraiment des cœurs, nous partageons le même souci et la même compassion.
Il se pose aussi un problème dans les traitements des travailleurs ici en RDC. Et parce qu'il s'agit d'un journaliste qui s'en va, parlons-en. Vous avez connu la situation qui s'est passée à Télé 50, Mathieu Kamango et tous les travailleurs de Télé 50. C'était d'ailleurs lui qui était à la tête de la délégation syndicale. Ils ont été limogés, ils réclamaient leur salaire, leur patron ne l'entendait pas de cette oreille. Ils ont été mis à la porte. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est tous ces problèmes qu'il a connus par le passé, qui l'ont peut-être affecté jusqu'au point de succomber aujourd'hui? Bon, effectivement, je ne saurais pas être à niveau de pouvoir me fixer quant à ça, mais je sais que c'est une mort subite, franchement, qui a des soubassements. Peut-être c'est un médecin qui pouvait établir ce genre de corrélation entre le fait, effectivement, bon, quand on parle de la tension, donc c'est déjà au niveau mental que ça se passe. Et je crois que effectivement, de pareilles raisons comme un responsable qui n'a plus d'emploi et qui a le poids de la famille, tout ça, ça ronge un peu. Et puis voilà, la tension, c'est un peu ça. Quand on n'est pas assis, quand on n'est pas vraiment en mesure de pouvoir tenir le debout du mois aussi, ça ronge et on est frustré, on est stressé. Donc tout ça, ça peut entraîner aussi la mort, donc d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas exclu. Au nom des Congo Buzz Télévision, nous présentons vraiment nos condoléances les plus attristées à la famille biologique de Mathieu Kamango ainsi qu'à toute la corporation journalistique. Alors parlons actualité, Monsieur Focas, je préfère qu'on puisse commencer par la situation à Bénin. Nos compatriotes, depuis un certain moment, vivent dans l'insécurité la plus totale. On dénombre plus de 80 morts depuis le début du mois de novembre. Comment vous analysez aujourd'hui cette situation d'insécurité qui persiste dans la partie est de notre pays? Oh, en tout cas, avec désolation, je compatis avec mes frères de Bénin. Mais je constate une chose que, franchement, la République démocratique du Congo doit faire un effort pour construire une nation. Pour qu'enfin, vous pensez que nous ne sommes pas encore une nation? Non, nous sommes une nation peut-être à devenir si nous faisons un effort. Regarde ce qui se passe à Béni. Mais quand vous passez dans des boîtes de nuit, vous passez dans des terrasses ici à Kinshasa. Une grande indifférence, vraiment. Voilà, une indifférence totale. Pendant que les autres sont en train de mourir, ils sont en train de marcher. Si les gens sont tous les soirs autour d'une bière. Voilà, et les gens sont distraits la dans danse, la c'est la bière, musique qui nous préoccupe. N'importe quoi. Et ils sont en train de réclamer le départ de la MONUSCO. Ça devait bousculer au niveau de la capitale. Ils sont allés même jusqu'à incendier une partie du chose siège de la que MONUSCO. ici à Kinshasa, on n'a jamais osé de pareil. Mais ces gens-là sont courageux et nous devions normalement être unis avec eux, faire aussi des manifestations ici. Où est la société civile de Kinshasa qui devait normalement animer le même flamme de feu, qui devait aussi apporter un peu de l'eau au moulin pour que nous soyons vraiment ensemble avec ces gens-là, qu'ils sentent que nous sommes une nation, nous sommes un peuple, nous sommes des frères, parce que c'est aussi ça une société civile, c'est aussi ça une fraternité, c'est aussi ça une nation, c'est aussi ça une république. Mais je sens qu'il y a indifférence totale et nous n'arrêtons qu'à observer au niveau des réseaux sociaux. Il n'y a pas de manifestations publiques, il n'y a pas de déclarations publiques, ni de la part des partis politiques, ni de la part de la société civile. Bon, c'est déplorable, mais je pense que ce qu'ils ont fait, pour prendre la décision courageuse de pouvoir vraiment chasser la MONUSCO qui observe juste un témoin oculaire qui est parfois traité du complice, parce que quand vous jouez la neutralité là où il y a des atrocités pareilles, pour que vous puissiez ne fût-ce que photographier, et moi je crois que c'est plus cruel que autre chose. Donc la MONUSCO n'a pas vraiment joué son rôle. Moi je crois que ils méritent la sanction que ceux de l'Est sont en train de les infliger. Donc ils doivent quitter parce que ça ne sert à rien. Leur mission nous coûte énormément d'argent. Mais s'ils sont là juste pour compter le nombre de morts et faire des rapports, je ne vois pas à quoi bon, parce que nous sommes capables de le faire aussi après des atrocités, compter les morts et faire des rapports. Donc, mais pourquoi aujourd'hui, au lieu de responsabiliser nos forces armées, j'ai comme l'impression, vous, acteurs politiques, vous cherchez plutôt à mettre tout ce qui se passe à Béni sur les dos de la MONUSCO, alors que la MONUSCO n'est qu'une mission d'observation. Vous partagez l'avis de ceux qui pensent que près de 20 ans après, la MONUSCO doit
quitter le pays puisqu'il n'ayant pas produit les résultats escomptés? Non, moi je ne suis pas ici comme politique, je suis ici comme analyste, tout simplement. Mais je vous dirais que cette histoire de la Monesco, cette histoire de l'insécurité à l'Est, je vais vous révéler que l'insécurité à l'Est, c'est une industrie industrialisante. Parce que tout le monde trouve son compte pour ceux qui pensent que quand la paix est là, et que, ils l'ont dit d'ailleurs, vous savez, à un certain moment, no kunda, no job. Parce que cette communauté internationale, vous savez bien qu'il y a des multinationales, vous savez bien qu'il y a des capitalistes du Nord qui existent, qui veulent bien les minéraux de l'Est. Pourquoi cette insécurité n'est pas installée au Congo central, par exemple? Et pourquoi cette insécurité n'est pas installée au niveau des Bandundu? Seulement là où il y a des minéraux et des minéraux stratégiques qui font maintenant aujourd'hui la force des entreprises multinationales. Donc ce n'est pas un jet anodin ou un jet d'hasard. Donc c'est une machine capitaliste du Nord et du Sud. Vous savez qu'il y a une complicité énorme dans cette insécurité. Ce n'est pas une insécurité qui vient par le fait que les ADF Nalou entrent et tuent tout simplement. Comment ils se sont organisés pour rester longtemps et comment vous retrouvez qu'on cite des complices même au sein de l'armée nationale congolaise, on cite même des commerçants autochtones de l'Est, on cite tout le monde, les pays voisins. Donc vous sentez qu'il y a du monde qui monte, il y a du monde qui se retrouve dans cette affaire. Donc en commençant par la communauté internationale, combien de fois on a parlé de la Monesco qui était derrière les minéraux, qui transportait des minéraux, voire même dans des pneus. Voilà, donc tout ça, ça interpelle quand même. Ce n'est pas un jet anodin. Donc c'est vraiment un planning mafieux que les gens ont conçu à l'Est pour des raisons d'intérêt capitaliste mesquin. Donc vous partagez aujourd'hui l'avis de ceux qui pensent que l'insécurité à l'Est est aussi tenue par ou plutôt favorisée par l'affairisme et la complicité au sein de notre armée. Oui, du capitalisme net. Franchement, donc c'est du Nord et c'est du Sud. C'est du Sud, ce sont nos frères à nous qui sont des hauts gradés et qui sont des commerçants de l'Est, qui sont des affairistes de l'Est, qui sont dans des frontières, qui vendent les minéraux, qui achètent. Ce sont ceux-là qui entretiennent cette insécurité parce qu'ils n'aiment pas la norme, ils n'aiment pas la paix, parce que sous la paix, ils ne sauront pas faire leur business et commettre leurs forfaits. Mais comment dans tout ça, notre service de renseignement n'arrive pas à anticiper tout? Mais parce qu'effectivement, il y a complicité. Il y a complicité quand on dit que les hauts gradés de l'espace politique donc il y a complicité et au niveau politique, voilà, et au niveau de l'armée, même sur voilà, les côtés renseignement. Voilà, tout ça, ils sont impliqués. Mais sinon, ça ne durerait pas aussi longtemps possible, parce que vous le savez, vous et moi, que quoi qu'il en soit, la Monesco est extrêmement équipée. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire la guerre, mais ils ne le font jamais. Est-ce que la mission de sécuriser un territoire revient à la Monesco ou à nos forces armées? Non, effectivement, dans des cas exceptionnels tels qu'a été signé la volonté de pouvoir faire parvenir la Monesco sur notre sol, cela relève d'un traité. Donc, quand on trouve qu'il y a défaillance, parce qu'il faut le dire que le Congo vient de loin, on n'avait pas une armée, nous étions infiltrés, nous étions en ballottage, je le dirais, parce qu'il y avait cette faiblesse, c'est pourquoi on a fait... Il y a même des gens qui pensent que nous sommes infiltrés jusqu'aujourd'hui. Franchement, ce n'est pas encore fini, parce qu'on doit faire des réformes dans l'armée, vous le savez. Mais ici, je considère que la Monesco n'a pas joué vraiment son rôle. Il n'a pas joué son rôle parce que moi, le rôle d'observateur ne suffit pas. Il ne s'agit pas des élections, il s'agit de la guerre. On est en train de tuer les gens et vous venez juste pour photographier et faire des rapports. Non, moi je pense qu'avec l'argent qu'on débourse pour que il fonctionne, plus de 1 milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent. On peut faire avec autre chose que donner à des gens qui ne feront rien. Vous savez, il m'est arrivé, quand on faisait des marches ici sur place, on a tué un garçon à Lemba et nous étions dans le mouvement. Et puis après est apparue la Monesco.
Moi-même, parce que étant capable de pouvoir aussi communiquer en anglais et en portugais, je suis allé approcher ces gens-là, je les ai demandé, mais pourquoi vous ne venez pas? Pourquoi vous êtes toujours absent? Pourquoi vous venez toujours en retard? Comme si vous étiez des inspecteurs, et pourtant vous avez une mission de protéger les civils. Vous les protégez à quel moment? Parce que quand il y a des assauts militaires dans des quartiers pendant les manifestations, vous n'êtes pas là pour vous jouer votre rôle. Vous ne venez que pour compter le nombre de morts, le nombre de blessés, et puis vous partez. Et c'est ça vraiment votre mission. Mais si c'est cela votre mission, nous-mêmes, nous pouvons le faire. Vous fustigez les comportements de la MONUSCO alors qu'il y a un autre effet qui inquiète un peu l'opinion. Lorsqu'il y a marche ici, marche organisée par les opposants, on déploie les policiers, on déploie même les militaires. Mais curieusement, lorsqu'il y a guerre à l'Est, tous ces dispositifs policiers qu'on déploie ici à Kinshasa, on n'arrive pas à envoyer. C'est pourquoi nous vous parlons de la complicité. Nous vous parlons de la complicité. Il faut le savoir que le capitalisme est installé au Congo. Il y en a des hauts gradés qui veulent devenir plus riches qu'avant. Il y en a des commerçants qui veulent encore s'enrichir d'avance. Et les multinationales. Vous savez, les multinationales veulent le minerai de l'Est, qui sont des minéraux stratégiques. Celui qui en détient, il détient la puissance, la force au niveau mondial. C'est ça l'enjeu. Donc l'enjeu est majeur. C'est pourquoi les dégâts aussi sont des dégâts très, très dangereux. La solution à l'insécurité à Béni passera-t-elle par la politique ou par l'armée? Non, non. Vous savez, un État n'a le droit d'exister que si cet État a une armée capable de défendre le territoire. Vous pouvez être un État qui ne donne pas l'école gratuite, mais vous devez être un État, si vous voulez exister dans la carte géographique, il faut avoir une armée capable de sécuriser votre territoire, capable de sécuriser vos citoyens. Ça, c'est la raison d'être d'un État. L'armée doit être là, l'armée doit défendre. Si vous êtes, d'ailleurs vous l'avez expérimenté avec MONUSCO, 20 ans durant, ils n'ont rendu aucun service. Mais si à 20 ans vous aviez pris l'option de maître de l'intelligence, parce que ceux qui ont réfléchi la science politique, qui est la science de la gestion de la République, ils ont pensé d'abord à titrer l'État comme les détenteurs de la puissance publique. Donc, en étant détenteur et ayant le monopole de la puissance publique, c'est-à-dire qu'un État ne peut exister que si, en son sein, il y a une armée capable de le défendre contre toute attaque, toute menace, de n'importe quelle nature. Donc, nous sommes dans un espace, nous n'allons pas créer la règle. Si nous ne sommes pas forts, nous allons disparaître. C'est pourquoi moi j'interpelle l'État congolais, avant qu'il n'existe comme un État pourvoyeur, il doit être d'abord un État comme une puissance. Pensez-vous aujourd'hui que nous avons une armée indisciplinée ou une armée non structurée au regard de tout ce qui se passe à Béni? Le problème, ce n'est pas une armée indisciplinée. D'ailleurs, vous savez, dans les conditions que nos militaires, j'ai toujours dit que nos militaires sont des militaires respectueux. Et pourtant, ce sont les mêmes militaires qui sont cités dans des salles. Non, je ne parle pas des hauts gradés. Je parle de nos militaires, c'est-à-dire c'est dont nous appelons les soldats Moulongo. Les soldats Moulongo. Ils sont disciplinés. Quand vous regardez leur situation sociale, vous avez une idée de gens qui peuvent se réveiller un matin et puis prendre les armes et tourner contre leurs autorités. Et d'ailleurs, en passant, je vous signale qu'il est prévu une ration pour ces militaires-là de $9 par jour. C'est un budget de tout au plus 200 et quelques dollars américains par mois. L'argent qui sort dans les caisses de l'État pour la ration de ces militaires et policiers, mais ils ne reçoivent jamais cet argent-là. Mais c'est décaissé dans les comptes du trésor public. Donc ce sont leurs autorités à eux qui prennent cet argent pour se construire des buildings. Et ces gens de militaires qui n'ont que 130 000 francs congolais, ce sont des pères de famille de 7 enfants, 10 enfants parfois. Et qu'est-ce que vous pensez? Dans cet état de choses, un militaire ne serait jamais motivé. Donc le problème, c'est une politique publique qui devait être conçue d'abord pour savoir que nous avons un État qui est convoité par les autres. Un État qui est un enjeu majeur géostratégiquement. Géopolitiquement aussi, nous sommes au centre, donc nous sommes entourés de 9 États.
Donc si nous ne sommes pas forts, si nous ne pouvons pas penser un seul instant de comprendre que sans armée, le Congo va disparaître, et d'ailleurs, vous savez, il y a des langues qui ne cessent de le dire, qu'il est probable que le Congo soit balkanisé. Et pour échapper à cette opération, c'est une intelligence et qui ne va pas commencer d'une manière ou d'une autre telle que nous pouvons l'entendre. C'est peut-être par là aussi l'occasion de pouvoir créer d'abord l'insécurité, fatiguer ces gens-là avec les atrocités, et puis après, ils vont se délocaliser, et après, ceux qui veulent de ces partis-là vont s'installer tranquillement. Donc, moi, je crois qu'on a tout le temps, tout le temps de pouvoir réfléchir l'État. L'État, c'est une idée d'abord. Est-ce que nous, les Congolais, nous avons déjà eu un temps pour réfléchir qu'est-ce qu'un État et quel doit être notre État? Parce que ça doit devenir d'abord pour nous une préoccupation. Ça doit devenir un besoin. Ça doit devenir un programme. Donc, l'État ne peut pas descendre du ciel et tomber. Ce n'est pas une affaire d'une génération spontanée. L'État doit être réfléchi. Mais nous n'avons pas encore trouvé une classe politique qui a réfléchi l'État jusque-là. Le cardinal Ambongo pense qu'il y a une main noire derrière cette guerre visant à mettre en œuvre les projets de la balkanisation de la RDC. Martin Fayoul, de son côté, estime que tant que Kabila gardera la main sur la défense et la sécurité, cette guerre ne finira jamais. Partagez-vous leurs avis? Mais c'est pourquoi je vous parle de projets machiavéliques, de la complicité. Je vous parle d'une industrie industrialisante. Donc, l'insécurité, c'est une affaire pour les uns. C'est du business pour les uns. Ils ne vivent que de cela. Et dès lors que vous allez faire cesser cela, et regardez les comportements, parce que je crois que le feu parle mieux. Quand le président Félix est allé à Béni, à l'Est justement, je ne sais pas préciser si c'était à Goma ou à Béni, après sa communication de pouvoir gérer, même de céder sa vie, qu'est-ce qui est venu après? Il y a eu l'attentat de son avion. Donc c'est pour dire, attention messieurs, vous voulez gérer que la guerre cesse à l'Est. Attention. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de rapport sur cette crash-là. Donc c'est pour dire qu'il y en a de ceux qui réfléchissent comment entretenir cette insécurité. C'est un fonds de commerce. Et qui tentera de pouvoir bousculer ces commerces, il les verra sur son chemin. Mais parce que nous sommes un État, nous devons nous imposer comme un peuple, comme l'a fait CD Béni, bien que nous sommes indifférents, nous c'est de Kinshasa, très indifférents, pendant que nous sommes dans des terrasses, dans des boîtes, nous sommes en train de festoyer, les autres là-bas sont mobilisés en train de réclamer le départ de la MONUSCO. Ils sont en train de mourir. Mais je ne sais pas quelle nation avons-nous. Mais je crois qu'avec vous, qui êtes aujourd'hui, cette génération qui est en train de naître, qui est en train de goûter la démocratie, peut-être vous ferez mieux que nous. Voilà, on va évoluer cette fois pour parler de la retraite politique du FCC. Les FCC qui séjournent depuis quelques jours à Kisantu, ils ont auto-évalué leurs actions. Ils projettent également les élections de 2023. Pendant ces temps ici, il y a une sorte de distraction au sein du CACH et même de la MOUCA. Les FCC se préparent sérieusement pour gagner les élections à tous les niveaux en 2023. Ça me fait un peu rire, mais c'est ça aussi la vie politique congolaise. Vous savez, une nation, comme je t'ai dit, que ça doit être d'abord une vision. Une vision qui doit être après matérialisée. C'est comme un parent qui se prépare tel que tu es là. Un jour, je veux me marier, et puis avant de me marier, je dois trouver une maison. La femme que moi je vais doit avoir tel teint, telle taille, et je veux 2 enfants, 3 enfants. Donc, mon adresse, je préfère que ça soit à Lemba, que ça soit ainsi de suite. Donc, c'est une programmation. Quand un être vivant est malade, qu'est-ce que l'on fait? On prend cet homme-là, on l'amène, c'est un spécialiste qui est un médecin, certainement, pour diagnostiquer qu'est-ce qu'il y a comme maladie. Parce qu'on peut voir les symptômes, mais les symptômes ne suffisent pas pour que l'on puisse donner
une thérapie. Il faut alors examiner. La société congolaise est malade en réalité. C'est pourquoi vous êtes en train de parler de l'Amouka d'un côté, vous êtes en train de parler des catch, vous êtes en train de parler des FCC, et donc vous trouvez qu'il y a une distraction, vous trouvez qu'il y a ceci, mais c'est une maladie. Il y a une maladie dans notre société. Et qui doit soigner cette maladie? Voilà, il faudrait qu'à un certain moment, parce que quand tu parles de la retraite par exemple, la retraite, c'est un concept militaire. Dans la stratégie militaire... Mais il faut comprendre aussi que le FCC est issu de l'AFDEL. Bon, je le concède. Dans la stratégie militaire, il y a un moment, quand on est au front, dans la bataille, et que l'on perd dans la bataille, ceux qui survivent font souvent ce que l'on appelle la retraite. Il faut se retraiter pour évaluer, pour se ressourcer et puis revenir au front. C'est ce qu'ils font. Voilà. Donc, c'est un mot qui existe avec son contenu. Comme une structure politique qui était dans une bataille. Ils ont perdu la présidence. Entre guillemets, ils ont gagné une majorité. C'est logique qu'ils se retirent en retraite juste pour évaluer comme le ferait le militaire au front. Mais moi, mon souci, c'est qu'il faut regarder, il faut contextualiser la retraite en question. C'est à quel moment? Parce que vous êtes sans ignorer qu'ils sont en coalition. Avec les caches. Moi, d'ailleurs, j'ai mal jusqu'à nos jours. Et j'ai cherché tous ces tenants de cette théorie de la coalition FCC-Cash. Personne jusqu'à nos jours m'a déjà convaincu qu'il s'agit d'une coalition. FCC-Cash. La politique doit se servir de son instrument. Son instrument, c'est la science politique et administrative qui lui donne l'énergie pour son existence, pour son fonctionnement, pour sa compréhension d'ailleurs. Mais quand vous consultez la science, quand on vous parle de la coalition, parce que la coalition peut trouver une définition générique dans tous les secteurs de la vie. Vous, comme journaliste, vous pouvez parler d'une coalition. Coalition des journalistes. Vous comprenez? Coalition des journalistes sportifs, par exemple. Vous pouvez trouver aussi ceux qui peuvent parler de la coalition dans l'armée, dans tout ce que nous connaissons. Mais en politique, dans une approche démocratique, la coalition, c'est un concept qui a un contenu. Ça signifie quelque chose, ça signifie une réalité, un fait politique réel, explicable, palpable, réel, communicable, démontrable. La coalition, dans une approche politique démocratique, c'est quoi? C'est une réalité électorale. C'est-à-dire que l'on constate que les parties prenantes aux élections, n'ayant pas réussi à gagner une majorité parlementaire, ces partis-là, conscients de cette situation, que n'ayant pas réussi à gagner une majorité parlementaire, se coalisent pour donner le nombre qu'il faut pour accéder à une majorité et former un gouvernement. De ce fait déjà, quand vous regardez, FCC, entre guillemets, se déclare une majorité. Donc, or, quand nous sommes allés aux élections, il n'y a aucun regroupement politique n'est parvenu à pouvoir atteindre la majorité parlementaire. Donc, pour parler de FCC, il y a une coalition déjà qui s'est faite au niveau de l'FCC pour avoir cette majorité. Donc, s'il y a une coalition, il y a une coalition qui existe déjà.
Cette coalition s'appelle FCC. Bon, réfléchissons un peu froidement. Parce qu'il y a une coalition qui est FCC. Et d'ailleurs, déjà, ça pose problème par le fait que la manière dont FCC s'est pointé majoritaire n'a pas respecté la procédure constitutionnelle. Il y a eu violence politique. Parce que, au niveau du Parlement, personne n'ayant eu cette majorité, le président de la République devait nécessairement nommer un informateur. Il avait promis, puis il n'a pas fait. Il ne l'a jamais fait. C'est par une violence politique que FCC s'est improvisé une majorité parlementaire. Bon, supposons que cela est un acquis pour FCC. Ils sont majoritaires. Mais pourquoi nous allons encore parler d'une coalition entre CASH et FCC? Parce que FCC, déjà, c'est une coalition dans l'esprit du constituant et dans l'esprit politologique. La coalition existe déjà par le fait de la présence des FCC. Mais que je fustige déjà la démarche pour y accéder. D'où il faut une autre terminologie pour que l'on puisse parler d'un rapport. Et d'ailleurs, pour cette coalition FCC, cela devait être sanctionné par un instrument qu'on appelle pacte de la coalition. Dès que vous avez le pacte de la coalition, dans une démocratie... Ce n'est pas ce qui a été fait entre les CASH et les FCC? Non, non. Les CASH et de l'autre, les professeurs Némi Mouilani. Le pacte de la coalition recherche une majorité. Je veux que vous puissiez être avec moi parce que c'est trop technique. Le pacte d'une coalition recherche une majorité. Est-ce que la coalition CASH et FCC recherche-t-il une majorité? Recherche-t-elle une majorité? Non. Or, le pacte-là, l'accord, en d'autres termes, qui doit être appelé pacte de la coalition, le seul accord qu'on doit retenir dans une république, c'est le pacte qui fait renaître une majorité. C'est une coalition. Coalition plutôt qui se fait au niveau du Parlement. Mais dès lors que vous sortez du contexte de la coalition qui a fait naître FCC, vous trouvez encore une coalition entre FCC qui est déjà majoritaire, qui va rechercher une coalition de quoi? Bref, nous sommes dans la cohabitation. Non, moi je ne réponds pas. Je suis en train d'étaler le fait. C'est ça mon travail. Moi je suis en train d'étaler le fait. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler de deux coalitions pour un seul mandat. Une élection a été tenue, il y a une coalition qui a dégagé une majorité. Donc, c'est cette majorité qui forme maintenant un gouvernement. Point barre. C'est-à-dire que le Congo est malade. Malade de sa classe politique. Que je ne sais pas déterminer, est-ce que c'est par ignorance ou bien ils le font expressément pour flouer les gens. Il n'y a pas nécessité de pouvoir parler d'une coalition qui existerait entre CASH et FCC parce que la coalition est le FCC qui a produit une majorité et CASH le reconnaît. D'ailleurs, vous remarquerez que quand on parle de la majorité aujourd'hui au Congo, on parle de la majorité au sein de FCC. À quel moment dont on parle d'une coalition avec CASH FCC, c'est une coalition gouvernementale qui est différente d'une coalition parlementaire. La coalition parlementaire, c'est autre chose. La coalition gouvernementale aussi, c'est autre chose. La différence est située à quel niveau? La coalition parlementaire, c'est ce que nous venons de démontrer. Donc, les partis s'unissent, se coalisent pour donner une majorité afin de pouvoir former un gouvernement. Mais il peut y arriver qu'en formant un gouvernement, que les autres partis prenant aussi aux élections estiment meilleur, n'étant pas dans la majorité parlementaire, estiment mieux de pouvoir venir en coalition pour la gouvernance.
Maintenant, on met en place une coalition gouvernementale. La coalition gouvernementale ne peut exister qu'en 3 dimensions, pour 3 raisons. On parle de la coalition gouvernementale s'il y a eu crise politique dans un État. Pour régler maintenant la situation, vous créez une transition, vous faites une coalition gouvernementale pour qu'enfin vous puissiez par après organiser les élections et rechercher une majorité parlementaire qui vous donnera maintenant les institutions classiques. Il faut y ait une crise politique, ou bien une guerre, ou bien une crise économique, ou bien une catastrophe naturelle. Entrer dans les circuits classiques. Mais dès que vous êtes déjà dans les circuits classiques, vous faites une coalition parlementaire pour mettre en place un gouvernement. Pour le camp du Congo maintenant, parce qu'il y a eu les élections, il y a un président qui est élu. Et j'aime bien toujours mettre en réserve, entre guillemets, un président élu, entre guillemets, et une majorité, entre guillemets. La réalité est là. C'est-à-dire que pour parler d'une coalition, la coalition est FCC. Mais il faudrait que le président de la République, qui n'a pas bénéficié d'une majorité parlementaire, doit comprendre que si c'était une réalité, que c'était la volonté du souverain, de pouvoir donner au président de la République une majorité présidentielle et donner à un autre camp une majorité parlementaire, si c'est la volonté du souverain, c'est-à-dire que le souverain voulait qu'il puisse bénéficier de la gouvernance de ce dont il a donné mandat au Parlement. Parce que ce sont eux qui vont former le gouvernement. Celui qui a été voté à la présidence ne doit que régner. C'est-à-dire qu'on lui a refusé les marchés de la gouvernance par les souverains. Et il faut être obéissant aux souverains. C'est ça le principe de la démocratie. Ce que le souverain exige, ce qu'il veut en réalité, c'est ce qui doit se faire. Sinon, vous créez la rupture. Mais est-ce que ici nous sommes dans un contexte que vraiment les résultats des élections que nous avons ici, ce sont vraiment des résultats vrais? Ça, c'est une question. Mais si on supposait que c'est vraiment les résultats des urnes, donc c'est-à-dire que le souverain s'est exprimé pour dire que moi je veux la gouvernance de FCC. Donc le FCC doit gouverner et le président, nous le voulons bien, mais qu'il ne règne que tout simplement. Alors, mais regarde, et ils ont fait la têtutesse, le président et le gouvernement se sont ralliés encore. Et pourtant, le souverain les a séparés. Or, quand ils séparent comme ça, il veut la cohabitation. Pour que la gouvernance qu'il a besoin lui soit donnée par celles qui ont bénéficié une majorité parlementaire. Alors, une dernière question pour nous séparer. Tous les ministres FCC membres du gouvernement, Ilunga Ilunkamba, sont à Kisantu en ces moments. Il n'y a personne dans leur cabinet. Nous ne savons pas comment les dossiers se traitent. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe dans ces ministères. Vous avez vu le président, après la pluie, qui s'est abattu ici à Kinshasa, visiter tous ces sites touchés par les dégâts causés par la pluie. Il était seul. Pas des ministres des Affaires humanitaires, pas des ministres des Affaires sociales. Alors, doit-on aujourd'hui penser à une sorte de sanction contre ces ministres, entre la République et une organisation privée? Qu'est-ce qui doit primer finalement? Ça, ce n'est pas la République. La République ne fonctionne pas comme ça. Parce que, par exemple, j'ai suivi un communiqué qui dit qu'il y a un compromis qui a été tiré entre Joseph Kabila et le président de la République pour la question de nomination de mandataires. Est-ce que dans la République... Pourtant, le président avait déjà décidé, il avait signé des ordonnances qui... Dans la République, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est-à-dire que Joseph Kabila, c'est un ex-président. En vertu de quoi signera-t-il des accords avec un président en exercice pour nommer les... Le président qui va négocier avec un sénateur. Comment? Dans la République, ça ne marche pas comme ça. Il y a une cacophonie, il y a une confusion, le Congo est malade. Un président de la République, c'est une institution. Mais dis-moi, en vertu de quoi il va aller s'asseoir avec un sénateur
pour que celui-là, en un commun accord, qu'il signe un pacte ordonnant la nomination des mandataires publics. Donc ça n'a pas de sens dans la République. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi je te dis que le problème, c'est d'abord, il faut penser d'abord ce que c'est la République. Ce que je suis en train de dire, c'est un peu compliqué. Je sais, je le reconnais, que c'est trop technique. Nous ne sommes pas habitués à ça. Nous sommes habitués à écouter, tel a dit ceci, tel a injurié, tel a frappé, nous allons faire... Mais les choses trop techniques pour la gestion de la République, c'est très compliqué aussi. Parce que c'est toute une science. Il faudrait que les gens soient d'abord initiés, apprendre et connaître. Sinon, c'est compliqué. Moi-même, je suis malade. Parfois, quand j'écoute des gens parler, il y a des mots qui sont placés là où il ne fallait pas. Il y a des choses qui sont dites donc inutilement. Alors, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Donc, retenez tout simplement, mon frère, que le Congo a un problème d'abord de la perception de la République. La crise, elle est une crise républicaine. Donc, nous avons notre manière de faire notre politique. Je crois que c'est à la traditionnelle. Mais nous avons accepté de pouvoir accéder dans un monde moderne. Et nous pratiquons ce que nous avions appris du traditionnel dans un espace public moderne. C'est ça la cacophonie. Donc il faudrait, et c'est pourquoi j'ai dit, grâce à vous, peut-être cette génération, qui est vraiment une génération démocratique, vous êtes nés dans la démocratie, vous grandissez avec, donc certainement vous aurez des réflexes. Mais toute cette classe politique que vous voyez, ce sont des chefs coutumiers dans la plupart des cas. Ils ne connaissent que cela. C'est pourquoi vous accepterez avec moi que même si quelqu'un faisait son église aujourd'hui, il est prêt à laisser ça à son fils. Et la société congolaise accepte ça comme ça. Et les partis politiques qui sont mis en place, quand son père décède, c'est son fils qui remplace. Et la société accepte. Dans des mondes modernes, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça, c'est la tradition. Ça, c'est la tradition. Ce n'est pas les habitudes d'une cité moderne. L'émission est complètement terminée. Vous allez placer votre mot de la fin, mais vous allez aussi en une minute seulement commenter cette nouvelle qui nous parvient du comité laïque de coordination. Il projette les 5, les 6 et les 7 décembre, disons 3 jours de sit-in devant les palais de la justice. Affaire 15 millions, démission des juges de la Cour constitutionnelle. Partagez-vous leur avis. Vous allez profiter aussi pour placer votre mot de la fin. C'est ça le travail de la société civile, c'est de pouvoir sonner l'alarme à tout moment qu'il y a des choses qui ne marchent pas pour fustiger, parce que je vous l'ai dit qu'en dehors des institutions classiques, il faut compter aussi que les souverains, lui, s'expriment par la société civile. Donc, une préoccupation pareille, qu'est-ce qui est de mal quand on réclame les 15 millions de dollars qui sont l'argent de contribuables congolais qui paient aussi nous aider à payer le militaire, à payer les enseignants. Si on réclamait ça, on sait qu'il y en a de ceux qui sont responsables cités par une enquête diligentée par la République. Où est le problème? Donc, ce n'est pas mauvais. S'il faut parler de la Cour constitutionnelle, vous le savez, vous et moi, c'est cette Cour de la honte qui nous a démontré que la corruption, c'est une monnaie courante. Donc, à quoi j'hésiterais à un seul moment si on doit marcher pour que ces gens-là soient boutés dehors? Donc, je crois que c'est logique. Et moi, je pense que nous devons aussi faire un effort de pouvoir changer notre vision, à adapter nos réflexes à une cité moderne. C'est ça le plus grand problème. La République, c'est une réflexion, c'est une idée. Nous devons connaître les principes, les normes, la doctrine même du fonctionnement d'une république. Elle est différente d'un royaume. C'est pourquoi tu as vu tous les anges de la lumière, tous ceux qui ont combattu pour que les royaumes cessent, que les républiques naissent, ils ont compris qu'il faut changer aussi des méthodes. Mais nous ne voulons pas changer nos méthodes des cités traditionnelles, nous voulons les amener dans une cité moderne. C'est ça la maladie. Monsieur Focas, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et je suis très heureux de pouvoir partager le peu de temps avec vous. Fin de cette émission qui a reçu pour vous M. Focas Koukelemena. Il est analyste indépendant, géniteur du concert Politico-Sony. Mesdames et messieurs, les caméras étaient l'œuvre de Jacob. Néhémie était à la réalisation. Au revoir, d'ici là, portez-vous bien.